Dans le brouillard de novembre 1895, sur les falaises déchiquetées de Bretagne, il y avait un homme qui ne fermait jamais complètement les yeux quand il dormait. On disait que Maël Kérodren, le boucher du village de Ploumanac, avait appris à surveiller ses rêves. Que derrière ses paupières mi-closes, quelque chose veillait, quelque chose d'ancien, quelque chose qui avait faim. Ce matin-là, quand on découvrit le corps du jeune Jan Trévidic échoué sur les rochers noirs, personne ne pensa immédiatement au boucher. On pensa à la mer, on pensa à l'alcool, on pensa à un accident. Mais quand le docteur Loussoirne ouvrit la bouche du cadavre et y trouva des éclats d'os qui n'étaient pas humains, mélangés à une substance huileuse qui sentait le Saint-Dourance, quelqu'un murmura le nom de Kérodren. Juste une fois, comme on prononce un mot interdit. Avant de continuer, dites-moi, de quelle ville vous m'écoutez? J'adore savoir où vous êtes et quelle est la température dans votre ville. Le village de Ploumanac s'accrochait aux falaises comme une collection de verrues grises. 50 maisons de granit rose, une église aux vitraux fêlés, une auberge où l'on servait du cidre trouble et la boucherie de Maël Kérodren, installée dans une bâtisse du XVIIe siècle dont les fondations plongeaient directement dans la roche. Les anciens racontaient que cette maison avait été construite sur les ruines d'un temple païen dédié à Aès, la princesse maudite de la cité d'Is, engloutie par les flots pour avoir ouvert les portes de la ville à l'océan déchaîné. Maël Kérodren avait 38 ans, des mains larges comme des battoirs et un regard qui ne sciait presque jamais. Il portait toujours le même tablier de cuir taché de brun, si imprégné de sang séché qu'on ne distinguait plus sa couleur d'origine. Ses cheveux noirs tirés en arrière révélaient un front haut marqué d'une cicatrice en forme de croissant inversé. Une marque de naissance, disait-il. Mais les vieilles femmes qui se souvenaient de son père, Erwan Kérodren, disparu en mer 20 ans plus tôt, affirmaient qu'Erwan portait exactement la même marque, et son grand-père avant lui. Et tous les Kérodren depuis que leur lignée s'était installée à Ploumanac, il y avait de cela 3 siècles. La boutique de Maël sentait le fer et le sel. Des crochets en fer forgé pendèrent du plafond, noircis par le temps. Sur l'étal de marbre blanc veiné de gris, la viande brillait d'un rouge profond, presque lumineux. Du bœuf, disait Kérodren, du mouton parfois, du porc pour les saucisses. Mais la texture était si particulière, si fondante, que les clients ne posaient pas de questions. Ils achetaient, ils mangeaient et ils revenaient. Jeanne Calvez, la sage-femme du village, avait été la première à remarquer quelque chose d'étrange. C'était 3 mois plus tôt, en août, pendant la canicule qui avait fait sécher les puits et craqueler la terre. Elle avait acheté 2 livres de viande pour le ragoût du dimanche. En la faisant cuire, elle avait senti une odeur inhabituelle. Pas désagréable, juste différente. Comme si la viande exhalait un parfum marin, du varech, du sel, et quelque chose de plus profond, de plus noir. Cette nuit-là, Jeanne avait rêvé qu'elle marchait au fond de l'océan. Ses poumons étaient pleins d'eau, mais elle respirait quand même. Autour d'elle, des tours de pierre recouvertes d'algues montaient vers une surface qu'elle ne voyait pas. Et dans l'une de ces tours, derrière une fenêtre aux volets de fer rongés par le sel, elle avait aperçu un visage. Le visage de Maël Kérodren, qui la regardait, qui souriait. Elle s'était réveillée en suffoquant, la bouche pleine d'un goût de cuivre. Le lendemain, elle était retournée à la boucherie. Mais elle n'avait rien dit. Comment expliquer un rêve? Comment accuser un homme sur la base d'un cauchemar? Alors elle avait continué à acheter sa viande chez Kérodren, comme tout le monde. Parce qu'elle était la meilleure, la plus tendre. Octobre était arrivé avec ses tempêtes. Le vent hurlait contre les volets, arrachait les tuiles, faisait gémir les charpentes. La mer se jetait contre les falaises avec une fureur de bête affamée. Et les gens de Ploumanac restaient enfermés, à écouter la colère de l'océan en mangeant leur ragoût, leur pot-au-feu, leurs saucisses fumées. C'est à cette époque que les rêves avaient recommencé. D'abord chez les enfants. La petite Rosen Guéguen, 7 ans, s'était mise à dessiner des choses étranges avec ses craies de couleur. Des villes sous l'eau, des tours couvertes d'yeux, des femmes aux cheveux d'algues qui dansaient dans des rues noyées. Quand sa mère lui avait demandé d'où venaient ces images, Rosen avait répondu « C'est la dame qui me les montre, la dame qui sent la viande. » Puis les adultes. Le forgeron, Loïse Morvan, s'était réveillé une nuit en criant qu'il sentait des mains froides l'attirer vers le fond. Le maire, Alain Rivoilan, avait confié au curé qu'il entendait des chuchotements en breton ancien quand il passait devant la boucherie après la tombée de la nuit.
Et Jeanne Calvez, la sage-femme, avait commencé à voir des marques sur la peau des nouveau-nés, de petites empreintes pâles en forme de ventouses qui disparaissaient après quelques heures. Personne ne parlait, pas ouvertement. Mais les regards avaient changé. Quand Maël Kérodren marchait dans la rue, un silence étrange se formait autour de lui, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Et puis, Jan Trevidick était mort. Jan, 19 ans, fils unique du pêcheur Hervé Trevidick. Un garçon solide, au rire facile, qui rêvait de partir à Brest pour devenir marin au long cours. Il avait travaillé tout l'été à réparer les filets, à aider son père sur le bateau, à économiser chaque sou pour son départ. Le soir, il retrouvait ses amis à l'auberge de la veuve Prigent, où il buvait du cidre en jouant aux cartes. La veille de sa mort, il avait dit quelque chose d'étrange à son ami Loïc. Ils étaient assis sur le muret du port, à regarder les vagues noires se fracasser contre la digue. « Tu sais ce que j'ai vu cette nuit ?» avait murmuré Yann. « Quoi ?» ?»« J'étais dans ma chambre, je dormais pas. Et j'ai entendu quelqu'un qui marchait dehors. Alors je me suis levé, j'ai regardé par la fenêtre, et j'ai vu Kérodren. »« Le boucher ?»« Ouais. Il marchait vers la falaise, à 3 heures du matin. Il portait quelque chose sur son épaule. Un sac, je crois. Un grand sac. »« Et alors ?» ?»« Alors je l'ai suivi. » Loïc s'était tourné vers son ami, incrédule. « T'es fou ?» ?»« Je sais, mais j'avais besoin de savoir. Je suis descendu jusqu'au sentier des contrebandiers. Tu sais, celui qui descend vers la crique des 3 Pierres. Et je l'ai vu. Il était debout sur les rochers, face à la mer. Et il parlait. Il parlait d'à qui ? À rien. Enfin, je croyais. Mais après, j'ai vu l'eau bouger. Comme si quelque chose remontait du fond, quelque chose de gros. Ça a fait des vagues. Et Kérodren a jeté le sac dans l'eau. Et le truc l'a pris. J'ai entendu un bruit, comme quand on déchire de la viande crue. Loïc avait ri, mal à l'aise. « T'avais bu ?»« Non, je te jure. Et ce matin, quand je suis passé devant la boucherie, il m'a regardé, comme s'il savait. Le lendemain, on avait trouvé Yann sur les rochers. Le corps était intact, pas de blessure visible, pas de traces de chute, juste ce détail troublant. Dans sa bouche, des éclats d'os. Et cette substance grasse, cette odeur de Saint-Dourance qui collait à ses lèvres bleues. Le docteur Loussoirne, un homme rationnel qui avait étudié à Paris, avait refusé de signer un certificat de mort par noyade. Il avait exigé qu'on examine le corps plus attentivement. Mais le maire Rivoalan avait insisté. Un accident, une tragédie. Le garçon avait dû glisser pendant la nuit. Fin de l'histoire. Sauf que Jeanne Calvez avait parlé à Loïc. Et Loïc lui avait raconté ce que Yann avait vu. Cette nuit-là, Jeanne n'avait pas dormi. Elle était restée assise près de sa fenêtre, à regarder la boucherie de Maël Kérodren de l'autre côté de la place. Une lumière tremblait derrière les volets. Une lueur jaune, maladive, comme celle d'une chandelle trop vieille. Et à un moment, vers minuit, elle avait vu la porte s'ouvrir. Maël était sorti, portant quelque chose sur son épaule. Un sac de toile taché de sombre. Il avait marché vers la falaise, exactement comme Yann l'avait décrit. Et Jeanne, le cœur battant, avait enfilé son châle et l'avait suivi. Le vent hurlait. Les embruns salés lui fouettèrent le visage. Elle descendait le sentier des contrebandiers, glissant sur les pierres humides, se retenant au buisson d'ajonc. Devant elle, la silhouette de Maël Kérodren avançait sans hésiter, comme s'il connaissait chaque pierre par cœur. Quand elle arriva à la crique, elle se cacha derrière un rocher. Maël était debout au bord de l'eau. Il avait posé le sac à ses pieds. Et il parlait. Pas en français, pas même en breton moderne, une langue plus ancienne, plus rauque, des mots qui semblaient gratter la gorge. L'eau devant lui se mit à bouillonner. Quelque chose remontait des profondeurs, quelque chose de massif. Jeanne sentit son ventre se nouer. Elle voulait fuir, mais ses jambes refusèrent de bouger. La créature émergea lentement. D'abord, des tentacules pâles, épais comme des troncs d'arbres, couverts de ventouses qui palpitaient comme des bouches. Puis un corps informe, gélatineux, d'un blanc laiteux strié de veines violacées. Et enfin, au sommet de cette masse obscène, quelque chose qui ressemblait vaguement à un visage. Des yeux multiples, vitreux, qui tournaient dans leurs orbites. Une bouche sans lèvres, pleine de dents irrégulières. Maël prit le sac et le lança dans l'eau. La créature l'attrapa avec l'un de ses tentacules et le déchira. À l'intérieur, Jeanne aperçut des morceaux de chair, de la viande, des os et autre chose. Des vêtements,
Un morceau de tissu bleu qu'elle reconnut immédiatement, la veste de Jan Trevidic. Elle porta la main à sa bouche pour retenir un cri. Maëlle se tourna lentement vers elle. Dans l'obscurité, ses yeux brillaient d'une lueur étrange, phosphorescente. « Bonsoir, Jeanne, » dit-il d'une voix calme. Elle se mit à courir. Jeanne Calvès ne s'arrêta de courir qu'une fois arrivée devant l'église. Ses poumons brûlaient. Ses mains tremblaient si fort qu'elle dut s'y reprendre à 3 fois pour pousser la lourde porte de chêne. À l'intérieur, l'odeur d'encens froid et de pierre humide l'enveloppa comme un linceul. Les vitraux, éclairés par la lune, projetaient des ombres bleues et rouges sur les bancs vides. Le père Gwenaël Larantec dormait dans la sacristie quand elle tambourina contre la porte. Il apparut en chemise de nuit, une chandelle à la main, les cheveux blancs en bataille. « Jeanne, qu'est-ce qui... »« Il faut que vous veniez, maintenant, j'ai vu ce qu'il fait. » Le prêtre fronça les sourcils. C'était un homme de 65 ans qui avait passé toute sa vie à Ploumanach, qui avait baptisé 3 générations d'enfants, enterré leurs parents et leurs grands-parents. Il connaissait tous les secrets du village, ou croyait les connaître. « De qui parlez-vous »« Keraudren, le boucher. Il nourrit quelque chose, dans la mer, quelque chose d'horrible. » Le père Larantec posa sa chandelle et fit asseoir Jeanne sur un banc. Elle tremblait de tout son corps, ses vêtements trempés par la pluie et les embruns. « Racontez-moi tout, depuis le début. » Elle lui raconta. Les rêves, les enfants, Jan Trevidic, la créature, le sac contenant les restes du garçon. Quand elle eut terminé, le silence s'installa dans l'église, lourd comme une pierre tombale. Le père Larantec se leva lentement et marcha jusqu'à l'autel. Il resta là un long moment, le dos tourné à contempler le crucifix de bois noirci par les siècles. « Je savais que ce jour viendrait, » murmura-t-il enfin. Jeanne le regarda, stupéfaite. « Vous saviez ?» Le prêtre se retourna. Son visage avait vieilli de 10 ans. « Pas exactement, mais il y a des histoires, des choses qu'on se transmet entre curés, de bouche à oreille, qu'on n'écrit jamais, des choses sur les Keraudren. » Il s'assit à côté d'elle, les mains jointes. « Vous connaissez la légende d'Is ? Bien sûr, la cité engloutie, la princesse Aès qui ouvrit les portes à la mer. C'est plus qu'une légende, Jeanne. Is a vraiment existé. Elle se trouvait quelque part au large de ses côtes, protégée par une digue gigantesque, et quand elle fut engloutie, certains de ses habitants survécurent. Pas tous, seulement ceux qui avaient en fait un pacte. Jeanne sentit sa gorge se serrer. Un pacte avec les choses qui vivaient dans les profondeurs. Les anciens, comme on les appelait, des créatures qui existaient bien avant l'homme, qui dormaient au fond de l'océan. Quand Is coula, ces êtres offrirent un marché aux mourants, la vie éternelle, la prospérité, en échange de nourriture, de chair humaine. Le père Larantec se leva et marcha jusqu'à une armoire fermée à clé près de la sacristie. Il en sortit un registre ancien, relié de cuir craquelé. Les pages jaunies craquèrent quand il l'ouvrit. Regardez. Les registres paroissiaux de Ploumanach remontent à 1623. Et regardez ici, le premier Keraudren mentionné. Loïc Keraudren, arrivé au village en mars 1623, avec sa femme Morgane. Ils s'installèrent dans la vieille maison de pierre, au bord de la falaise. Loïc était boucher. Sa viande était exceptionnelle. En quelques mois, il devint l'homme le plus prospère du village. Il tourna les pages, montrant à Jeanne les entrées successives. Son fils, Yves Keraudren, également boucher. Son petit-fils, Erwan, tout boucher, tous prospères. Et regardez maintenant les registres de décès. Jeanne parcourut les colonnes. Tous les 20 ou 30 ans, on trouvait des entrées troublantes, des disparitions inexpliquées, des corps retrouvés sur les rochers, des noyades mystérieuses, toujours des jeunes, toujours à peu près au même moment de l'année. Novembre. Le pacte exige un tribut, continua le prêtre, une vie tous les 30 ans. En échange, les Keraudren prospèrent. Leur viande est toujours la meilleure, parce qu'elle n'est pas tout à fait ordinaire. Elle est touchée par la magie des anciens. Ceux qui en mangent rêvent de la cité engloutie. Ils entendent les appels, et certains, comme Yann, commencent à poser trop de questions. Jeanne se leva brusquement. Il faut prévenir les gendarmes, il faut l'arrêter. Le père Larantec secoua tristement la tête. Les gendarmes? Et que leur direz-vous? Qu'il y a une créature marine qui mange des humains? Qu'un boucher fait des sacrifices rituels depuis 3 siècles? Ils vous prendront pour une folle. Alors quoi? On ne fait rien?
Je ne sais pas encore. Mais je sais une chose. Mon prédécesseur, le père Jawan, avait laissé des notes. Il était obsédé par les Keraudren. Il avait essayé de comprendre comment rompre le pacte. Ces papiers sont cachés dans les archives, au grenier du presbytère. Il faut que je les retrouve. Cette nuit-là, Jeanne ne rentra pas chez elle. Elle resta à l'église, pelotonnée sur un banc, à regarder les ombres danser sur les murs. Chaque craquement la faisait sursauter. Chaque souffle de vent ressemblait à un murmure. Le père Larantec monta au grenier et chercha jusqu'à l'aube. Quand il redescendit, il tenait une boîte en fer blanc cabossée. À l'intérieur, des cahiers noircis d'une écriture serrée, des coupures de journaux, des dessins troublants représentant des créatures marines et une lettre jaunie datée de 1863. « Écoutez ceci », dit-il en dépliant la lettre. « C'est le père Jawan qui écrit à l'évêque de Quimper. Monseigneur, je dois vous faire part d'une situation qui dépasse mes compétences. La famille Keraudren, installée à Ploumanach depuis des générations, pratique un culte païen lié aux anciens dieux de la mer. J'ai découvert qu'ils effectuent des sacrifices rituels. Le dernier en date remonte à novembre 1833, 30 ans avant la date de cette lettre. J'ai interrogé les anciens du village, et tous se souviennent de la disparition d'une jeune fille, Azénor Kerven, retrouvée noyée. Le boucher de l'époque, Jacques Keraudren, grand-père de l'actuel Erwan, avait organisé un banquet le soir de sa mort. Toute la viande servie ce soir-là avait un goût inhabituel. Depuis, j'ai remarqué que les habitants du village font des rêves étranges. Ils parlent d'une cité sous-marine, de chuchotements, de mains froides qui les tirent vers le fond. Monseigneur, je crois que nous sommes face à une survivance du paganisme celtique, mélangée à quelque chose de plus ancien, de plus dangereux. J'ai tenté d'exorciser la maison des Keraudren, mais j'ai été chassé. Je crains pour ma vie. Le père Larantec releva les yeux. 2 semaines après cette lettre, le père Jawan est mort, noyade. Son corps a été retrouvé au pied de la falaise. Jeanne sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Et l'évêque? Aucune trace de réponse. Soit il n'a jamais reçu la lettre, soit il a préféré l'ignorer. Le prêtre continua à fouiller dans les cahiers. Il trouva des listes de noms, tous rayés, sauf un. Maël Keraudren, des dates, des cycles. Et une note griffonnée en marge. Le pacte se transmet de père en fils. Pour le rompre, il faut détruire la source. Mais la source n'est pas l'homme, c'est ce qu'il nourrit. Détruire la créature, murmura Jeanne. C'est ça qu'il voulait dire? Peut-être. Mais comment détruire quelque chose qui a survécu depuis l'époque d'I? Quelque chose qui vit dans les profondeurs, à l'abri de tout. Dehors, l'aube commençait à blanchir le ciel. Les premières fumées montèrent des cheminées. Le village s'éveillait. Et quelque part dans sa boucherie de pierre, Maël Keraudren aiguisait ses couteaux. Jeanne regarda le prêtre dans les yeux. Il faut trouver un moyen. Sinon, dans 30 ans, quelqu'un d'autre mourra. Et après encore 30 ans, un autre. Ça ne finira jamais. Le père Larantec hocha lentement la tête. Il y a quelqu'un qui pourrait nous aider. Gabin Lescouette, le vieux pêcheur. Il a 82 ans. Il était jeune lors de la dernière disparition, en 1863. Il a peut-être vu quelque chose. Et il n'a jamais mangé la viande de Keraudren. Jamais. Ils sortirent de l'église sous un ciel de plomb. Le vent charriait une odeur de sel et de poissons morts. En traversant la place, Jeanne aperçut Maël Keraudren qui ouvrait sa boutique. Il leva les yeux vers elle et sourit. Un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. Elle détourna le regard et pressa le pas. Gabin Lescouet vivait dans une cabane délabrée au bout du port, une construction de bois et de tôle qui semblait tenir debout par miracle. Quand ils frappèrent à sa porte, le vieil homme mit longtemps à répondre. Il apparut enfin, voûté, le visage creusé de rides profondes, les yeux d'un bleu délavé. « Père Larantec, Jeanne, qu'est-ce qui vous amène ?»« On a besoin de votre mémoire, Gabin. On doit vous parler des Keraudren. » Le visage du vieux pêcheur se ferma instantanément. « J'ai rien à dire sur eux. Gabin, s'il vous plaît, un garçon est mort, Yann Trévidic. » Le vieil homme hésita, puis finit par s'effacer pour les laisser entrer. L'intérieur de la cabane sentait le tabac froid et le bois humide. Des filets de pêche pendaient au plafond. Des photos jaunies étaient accrochées au mur. Gabin jeune, entouré de ses compagnons de pêche, tous morts depuis longtemps. Il s'assit sur une chaise bancale et alluma sa pipe. « Je vais vous raconter ce que j'ai vu en 1863. Mais après, vous me laissez tranquille et vous promettez de ne jamais répéter mon nom à Keraudren. Compris ?» Ils acquiescèrent. Gabin tira une longue bouffée et commença son récit. « J'avais 12 ans.
Mon père pêchait avec son cousin, Loïc Morvan. Un soir de novembre, ils sont partis plus loin que d'habitude, vers les rochers des Trois-Pierres. Il faisait nuit. Il y avait une lune rouge comme du sang dans le ciel. Et ils ont vu quelque chose. Il s'interrompit, les yeux perdus dans le vague. Ils ont vu Jacques Kérodren, le boucher de l'époque, debout sur un rocher. Il tenait un corps, une jeune fille. Azénor Kerven, 16 ans. Elle était vivante, elle se débattait. Et Kérodren l'a jetée dans l'eau. Jeanne retint son souffle, mais ce n'est pas le pire. Le pire, c'est ce qui est sorti de l'eau pour la prendre. Mon père en a fait des cauchemars jusqu'à sa mort. Il disait que c'était comme si l'océan lui-même avait des bras, des tentacules blancs, épais, couverts de ventouses, et une gueule pleine de dents qui ne finissait pas de s'ouvrir. La fille a hurlé, une seule fois, puis plus rien. Il tira une autre bouffée, ses mains tremblant légèrement. Mon père et Loïc sont rentrés sans dire un mot. Le lendemain, on a retrouvé le corps d'Azénor sur les rochers. Noyade, a dit le docteur. Mon père voulait parler, mais Loïc l'en a dissuadé. Personne ne nous croira, disait-il. Et si on parle, on finira comme elle. Le silence retomba dans la cabane. Depuis ce jour, je n'ai jamais mis les pieds dans la boucherie Kérodren. Je n'ai jamais mangé leur viande, et j'ai survécu, contrairement à beaucoup d'autres. Le père Larentec se pencha en avant. Gabin, est-ce que votre père a dit quelque chose d'autre? Un détail qui pourrait nous aider? Le vieil homme réfléchit longuement. Il a dit que Kérodren parlait à cette chose, comme si elle le comprenait, comme s'ils avaient un accord. Et il a dit qu'il avait vu quelque chose briller au cou de Kérodren, un pendentif avec un symbole étrange. Quel genre de symbole? Des spirales, entrelacées, comme les motifs qu'on trouve sur les vieux menhirs. Mon père disait que c'était un signe de pouvoir, que tant que Kérodren portait ce pendentif, la créature lui obéissait. Jeanne et le prêtre échangèrent un regard. « Vous pensez ce que je pense ?» demanda Jeanne. « Le pendentif, c'est peut-être la clé. Si on peut le lui prendre, le pacte sera peut-être rompu. » Gabin secoua la tête avec véhémence. « Vous êtes fou, vous ne pouvez pas affronter Kérodren. Et même si vous prenez le pendentif, qu'est-ce qui vous dit que ça suffira? Cette chose dans l'eau, elle a faim. Si Kérodren ne la nourrit plus, elle cherchera elle-même à manger. » Le père Larentec se leva. « Alors il faudra trouver un moyen de la détruire, définitivement. » Dehors, les cloches de l'église sonnèrent 7 heures. Le village s'animait, les portes s'ouvraient, les gens sortaient pour aller travailler, acheter leur pain, ramasser leurs filets. Et dans la boucherie, Maël Kérodren affûtait ses lames en sifflotant une vieille comptine bretonne, une comptine qui parlait d'une princesse engloutie, d'un royaume sous les vagues et d'un prix à payer pour ne jamais mourir. Les 3 jours qui suivirent furent les plus longs de la vie de Jeanne Calvès. Elle continuait ses tournées, accouchant les femmes du village, soignant les rhumes et les fièvres, mais son esprit était ailleurs. Chaque fois qu'elle croisait Maël Kérodren dans la rue, elle sentait son regard peser sur elle comme une main froide sur sa nuque. Le père Larentec, de son côté, étudiait les cahiers du père Jaouen avec une obsession fébrile. Il avait installé tous les documents sur la longue table de la sacristie, créant une sorte de carte mentale des événements. Date des disparitions, nom des victimes, phase de la lune, marée. Un motif émergeait lentement. Les sacrifices avaient toujours lieu lors d'une marée d'équinoxe, quand l'océan était au plus haut, quand la frontière entre le monde des vivants et celui des profondeurs était la plus mince. La prochaine grande marée était prévue dans 23 jours. « Il va recommencer », murmura le prêtre en traçant une ligne rouge sur son calendrier. « Dans moins d'1 mois, quelqu'un d'autre va mourir. » Jeanne était assise en face de lui, une tasse de thé froid entre les mains. Qui? Comment choisit-il? Selon les notes de Jaouen, il choisit toujours quelqu'un de jeune, quelqu'un qui a mangé sa viande récemment, quelqu'un dont l'esprit a déjà été touché par les rêves. C'est comme si la créature marquait sa proie à l'avance. Jeanne sentit son estomac se nouer. Elle pensa à tous les enfants du village qui achetaient des saucisses chez Kérodren pour leur goûter, à tous les jeunes qui mangeaient son ragoût à l'auberge. Combien d'entre eux portèrent déjà la marque? Il faut avertir les gens, leur dire de ne plus acheter chez lui. Le père Larentec secoua la tête. Ils ne nous croiront pas sans preuve. Et si nous commençons à répandre des rumeurs, Kérodren saura que nous le surveillons. Il pourrait accélérer les choses, ou pire, il pourrait choisir une nouvelle victime par vengeance. Alors on attend,
On le laisse tuer quelqu'un? Non, on prépare un plan. Et on agit le moment venu. Ce soir-là, Jeanne rentra chez elle sous une pluie fine et glacée. Sa maison, une petite bâtisse de pierre située près du cimetière, lui parut soudain terriblement isolée. Elle alluma toutes les chandelles, ferma tous les volets, poussa un lourd coffre devant la porte. Puis elle s'assit près de la cheminée, enveloppée dans une couverture de laine, et essaya de ne pas penser à ce qui se cachait dans l'océan. Mais les rêves, cette nuit-là, furent inévitables. Elle marchait dans une rue sous-marine. Les pavés étaient couverts d'algues vertes qui ondulaient dans un courant invisible. De chaque côté, des maisons de pierre aux fenêtres brisées, aux portes arrachées. Des poissons nageaient à travers les pièces vides. Des crabes marchaient sur les meubles pourris. Au bout de la rue se dressait une tour massive, si haute que son sommet se perdait dans les ténèbres bleues de l'océan. Une lumière pâle brillait à son sommet. Une lumière qui pulsait comme un cœur. Jeanne avança malgré elle, attirée par cette lueur. La porte de la tour était ouverte. À l'intérieur, un escalier en spirale montait dans l'obscurité. Elle commença à grimper. Les marches étaient glissantes, couvertes de mousse et de coquillages tranchants. Ses pieds saignaient, mais elle ne sentait pas la douleur. Plus elle montait, plus la lumière devenait forte, et plus les chuchotements étaient clairs. Jeanne Calvez, des voix multiples, parlant à l'unisson. Des voix qui n'étaient ni masculines ni féminines. Des voix qui venaient d'une bouche sans langue. Elle arriva enfin au sommet. La pièce était circulaire, les murs couverts de symboles gravés, des spirales, des cercles entrelacés, des formes géométriques impossibles qui faisaient mal aux yeux. Au centre, suspendue dans l'eau, flottait une créature. Ce n'était pas celle qu'elle avait vue sur les rochers. C'était plus grand, plus ancien. Un corps qui semblait fait de 1000 corps fondus ensemble, une masse palpitante de chair pâle et d'yeux vitreux. Des tentacules partaient dans toutes les directions, certains fins comme des fils, d'autres épais comme des troncs d'arbres. Et au centre de cette masse, une gueule sans fin, bordée de dents en spirale qui tournaient lentement. La créature ouvrit tous ses yeux en même temps. Ils se fixèrent sur Jeanne. Tu sais, ce n'était pas une question. C'était une constatation. Tu sais, et maintenant tu dois choisir. Rejoindre le pacte ou disparaître. Jeanne voulut crier, mais aucun son ne sortit de sa bouche. L'eau autour d'elle commença à bouillonner. Les tentacules se rapprochèrent, ondulant comme des serpents. Nous sommes anciens. Nous étions là avant vos dieux. Nous serons là après. Les Kérodrènes comprennent cela. Ils nous nourrissent, nous les protégeons. C'est l'ordre naturel. Pourquoi résister? Un tentacule effleura sa joue. La sensation était à la fois glacée et brûlante, visqueuse, vivante. Tu pourrais vivre longtemps, Jeanne Calvez. Tu pourrais voir tes arrière-petits-enfants naître et mourir. Tu pourrais avoir tout ce que tu désires. Il suffit d'accepter, de manger, de servir. Jeanne ferma les yeux. Au fond d'elle-même, elle sentit une vérité terrible. Une partie d'elle était tentée. Une partie d'elle voulait dire oui, parce que la vie était dure, parce que la mort était proche, parce que 3 siècles de prospérité semblaient être un prix raisonnable pour quelques vies sacrifiées. Mais elle pensa à Jan Trevidic, à son rire, à ses rêves de devenir marin, à la façon dont sa mère avait pleuré sur son corps. Elle rouvrit les yeux et regarda la créature en face. Non. Le mot sortit de sa bouche comme une explosion. L'eau autour d'elle se mit à tourbillonner violemment. Les tentacules se resserrèrent. « Alors tu mourras, comme tous ceux qui refusent. » Jeanne se réveilla en sursaut, trempée de sueur, le cœur battant à tout rompre. Sa chambre était plongée dans l'obscurité. La chandelle s'était éteinte. Mais dans le silence, elle entendit quelque chose. Des pas, dehors, lourds, lents. Quelqu'un marchait autour de sa maison. Elle se leva sans bruit et s'approcha de la fenêtre. À travers les volets mal joints, elle aperçut une silhouette, grande, massive. Un tablier de cuir qui brillait faiblement dans la nuit. Maël Kérodren. Il s'arrêta devant sa porte. Jeanne retint son souffle. Elle le vit lever la main, comme pour frapper. Puis il se ravisa. Il resta là, immobile, pendant ce qui sembla être une éternité. Enfin, il parla. Sa voix était calme, presque douce. « Je sais que vous ne dormez pas, Jeanne. » Elle ne répondit pas. « Vous avez fait un rêve. Vous l'avez vu. Elle vous a parlé. » Un silence. « Elle m'a dit que vous aviez refusé. »« C'est dommage.
Vous auriez pu vivre très longtemps. Il fit quelques pas, s'éloignant légèrement de la porte. Vous ne pouvez pas gagner, vous savez. Les gens comme vous essaient toujours. Le père Jawen a essayé. Il a cherché des réponses. Il a voulu rompre le pacte. Et maintenant, il dort au fond de l'océan. Jeanne sentit ses jambes trembler. La prochaine grande marée est dans 23 jours. Quelqu'un va mourir. Peut-être une jeune fille cette fois. Ou peut-être une sage-femme qui pose trop de questions. Il se remit à marcher. Jeanne entendit ses pas s'éloigner lentement, puis plus rien. Elle resta figée près de la fenêtre jusqu'à l'aube, incapable de bouger, incapable de penser à autre chose qu'à ces mots. 23 jours. Le lendemain matin, elle courut jusqu'à l'église. Le père Larentec était déjà debout, entouré de livres et de parchemins. « Il sait, dit-elle en haletant. Il est venu chez moi cette nuit. Il sait qu'on enquête. » Le prêtre hocha lentement la tête. Je m'en doutais. Les Kérodrènes sentent toujours quand quelqu'un s'approche trop près de la vérité. Mais ce n'est pas une raison pour abandonner. Au contraire, cela signifie que nous sommes sur la bonne voie. Il posa sur la table un vieux grimoire relié de cuir noir. J'ai trouvé ça dans les archives de l'évêché. Un manuscrit du XIIIe siècle, écrit par un moine qui étudiait les cultes païens de Bretagne. Il parle des anciens. Des créatures qui habitaient l'océan avant l'arrivée des hommes. Il tourna les pages jusqu'à trouver une illustration tremblante. Une créature tentaculaire, entourée de symboles en spirale. Selon ce texte, ces êtres ne peuvent pas être tués par des moyens ordinaires, mais ils peuvent être bannis, repoussés dans les profondeurs d'où ils viennent, à condition de détruire le lien qui les unit au monde des vivants. Le pendentif, murmura Jeanne. Exactement. Le pendentif que tous les Kérodrènes portent. C'est un talisman, forgé avec de l'or tiré des ruines d'Is. Il sert de pont entre notre monde et celui des anciens. Si on le détruit, le pacte sera rompu. La créature perdra son emprise sur Kérodren et sera forcée de retourner dans les abysses. Comment on fait pour le lui prendre? Le père Larentec referma le livre lentement. C'est la partie difficile. Il ne le quitte jamais. Même la nuit, il le porte. Il faudra ruser, le distraire. Et espérer qu'on soit assez rapide. Jeanne s'assit sur un banc épuisé. Et si on échoue, alors dans 23 jours, quelqu'un mourra. Et dans 30 ans, quelqu'un d'autre. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que la mère elle-même se lasse de nous. Ce soir-là, ils élaborèrent un plan dangereux. Un plan qui demandait du courage et un peu de folie. Mais c'était le seul qu'ils avaient. Les jours suivants furent une torture silencieuse. Jeanne et le père Larentec finalisaient leur plan, pendant que le village continuait sa vie ordinaire, inconscient du drame qui se jouait dans l'ombre. Les enfants couraient dans les ruelles, les pêcheurs réparaient leurs filets, les femmes lavaient le linge dans les bassins communaux, et chaque matin la boucherie de Maël Kérodren ouvrait ses portes, diffusant son odeur caractéristique de viande fraîche et de fer. Ils avaient décidé d'agir la nuit du 18 novembre, lors de la fête de la Seine-Méwen, une tradition locale où tout le village se rassemblait sur la place pour allumer des feux et partager un repas communautaire. C'était l'une des rares occasions où Kérodren quittait sa boucherie et se mêlait aux autres, buvant du cidre, parlant avec les notables. L'une des rares occasions où il baissait sa garde. Le père Larentec avait recruté 2 alliés, Gabin Lescouet, le vieux pêcheur, et Loïc Hubert, un jeune forgeron qui avait perdu sa sœur lors de la précédente disparition, 30 ans plus tôt, alors qu'il n'était qu'un enfant. Loïc ne se souvenait pas de tous les détails, mais il se rappelait les cauchemars de sa sœur, ses dessins obsessifs représentant des villes englouties et la façon dont elle avait changé dans les semaines précédant sa mort. Il avait toujours soupçonné Kérodren, sans jamais avoir de preuves. Maintenant, il voulait agir. Le plan était simple en apparence. Pendant que le village serait rassemblé autour des feux, Jeanne attirerait l'attention de Kérodren en feignant un malaise. Pendant ce temps, Loïc et Gabin s'introduiraient dans la boucherie pour fouiller et trouver des preuves, des restes humains, des objets ayant appartenu aux disparus, n'importe quoi qui pourrait convaincre les autorités. Et si possible, dérober le pendentif que Kérodren cachait sous sa chemise. Mais ils savaient tous que le plan était risqué. Kérodren n'était pas un homme ordinaire. Il avait des sens aiguisés, une force inhabituelle. Et surtout, il avait la protection de la créature. Le soir du 18 novembre arriva enfin. Le vent soufflait en rafales glacées, arrachant les dernières feuilles des arbres. Sur la place du village, 3 grands brasiers avaient été allumés, projetant des ombres dansantes sur les façades de pierre. Les flammes crépitaient en lançant des gerbes d'étincelles vers le ciel noir. Tout le village était là.
Les hommes buvaient du cidre et du lambic, l'eau de vie locale. Les femmes disposaient des plats sur de longues tables, ragoûts de mouton, galettes de sarrasin, fromage, pommes cuites. Les enfants couraient autour des feux en poussant des cris de joie. Maël Kérodren arriva vers 8 heures. Il portait une chemise propre et un gilet de velours sombre. Ses cheveux étaient soigneusement tirés en arrière. Il souriait, serrait des mains, acceptait un verre de cidre. Personne n'aurait pu deviner, en le voyant, qu'il était autre chose qu'un boucher prospère et respecté. Mais Jeanne, qui l'observait depuis l'autre côté de la place, vit ce que les autres ne voyaient pas. Elle vit la tension dans ses épaules. La façon dont ses yeux scrutaient constamment les alentours, la manière dont sa main gauche se portait régulièrement à son cou, vérifiant que le pendentif était toujours là, caché sous le col de sa chemise. Il sentait que quelque chose se préparait. Vers 9 heures, alors que la fête battait son plein, Jeanne se leva et marcha lentement vers le centre de la place. Elle avait bu une infusion de valériane pour ralentir son pouls et pâlir son teint. Elle tituba légèrement, porta la main à sa tempe et s'effondra. Plusieurs personnes se précipitèrent immédiatement vers elle. Maël Kérodren fut l'un des premiers à arriver. Il s'agenouilla près d'elle, son visage exprimant une inquiétude parfaitement feinte. « Jeanne, vous m'entendez » Elle gémit faiblement, gardant les yeux mi-clos. Autour d'eux, les gens s'agglutinaient, posant des questions, proposant de l'eau, du cognac. « Donnez-lui de l'air » dit Kérodren d'une voix autoritaire. « Reculez. Elle a juste besoin de respirer. » Il glissa une main sous sa nuque, comme pour la soutenir. Mais Jeanne sentit ses doigts pressés légèrement, juste assez pour qu'elle comprenne le message. « Je sais ce que tu fais. » De l'autre côté de la place, Loïc et Gabin s'éclipsèrent discrètement. Ils traversèrent les ruelles sombres en direction de la boucherie, profitant du bruit et de l'agitation pour passer inaperçus. Loïc portait une barre de fer sous son manteau. Gabin tenait une lanterne sourde dont il avait masqué la flamme. La boucherie était plongée dans l'obscurité. La porte principale était fermée à clé. Mais il connaissait une autre entrée, une petite porte de service donnant sur l'arrière-cour que Kérodren utilisait pour recevoir les livraisons. Loïc força la serrure avec un outil qu'il avait forgé lui-même. Le mécanisme céda avec un léger cliquetis. Ils entrèrent. L'intérieur sentait le sang, le sel et quelque chose de plus subtil. Une odeur marine, d'algues et de marée. Les crochets de métal pendaient du plafond comme des doigts crochus. L'étal de marbre luisait faiblement dans la lumière de la lanterne. « Par où on commence » chuchota Loïc. Gabin désigna une porte au fond de la pièce. « La cave. C'est toujours dans les caves qu'on cache les secrets. » Ils descendirent un escalier étroit aux marches glissantes. L'odeur marine devenait plus forte à mesure qu'ils s'enfonçaient. Les murs étaient humides, couverts de salpêtre et de mousse verdâtre. La cave était grande, voûtée, creusée directement dans la roche. Des tonneaux de saumure étaient alignés contre un mur. Des jambons et des saucisses pendaient de poutres noircies. Mais ce n'était pas cela qui retint leur attention. Au fond de la cave, il y avait une autre porte. Une porte de fer rouillé, ornée de symboles gravés. Les mêmes spirales que Jeanne avait vues dans son rêve. La même géométrie impossible. Loïc s'approcha et posa la main sur le métal. Il était glacé. Et il vibrait légèrement comme s'il était parcouru d'un courant invisible. « Cette porte ne devrait pas être là, » murmura Gabin. « Cette cave fait partie des fondations originelles de la maison. Cette porte est plus ancienne que le village, plus ancienne que Ploumanach. » Loïc chercha une poignée, un mécanisme. Il n'y en avait pas, juste les symboles gravés, et au centre, une petite dépression circulaire. « On dirait qu'il faut une clé, » dit-il. Gabin examina la dépression de plus près. Elle était de la taille d'une pièce de monnaie, ou d'un pendentif. « C'est ici qu'il va, » murmura le vieux pêcheur. « Le pendentif de Kérodren, c'est la clé qui ouvre cette porte. Et derrière cette porte, il n'eut pas besoin de finir sa phrase. Ils savaient tous les deux ce qui se trouvait derrière. Un passage, un tunnel, menant directement à la mer, à la crique, à l'endroit où Kérodren nourrissait la créature. Ils entendirent soudain un bruit au-dessus de leur tête. Des pas. Quelqu'un venait d'entrer dans la boucherie. Loïc et Gabin échangèrent un regard paniqué. Ils remontèrent l'escalier aussi silencieusement que possible et se cachèrent derrière l'étal de marbre. La silhouette qui entra dans la pièce n'était pas celle de Kérodren. C'était une femme, grande, mince, vêtue d'une robe noire démodée qui semblait dater d'un autre siècle. Ses cheveux étaient longs, d'un noir de jais,
et semblait flotter autour de son visage comme si elle était sous l'eau. Elle se déplaçait sans bruit, glissant plus que marchant. Elle s'arrêta au centre de la pièce et renifla l'air. Puis, elle tourna lentement la tête vers leur cachette. Ses yeux étaient entièrement noirs. Pas d'iris, pas de blanc. Juste une obscurité liquide et profonde. « Je vous sens », dit-elle d'une voix qui semblait venir de très loin. « Je sens votre peur, votre curiosité, votre désir de détruire ce qui ne peut pas être détruit. » Loïc serra la barre de fer dans ses mains. Gabin pria en silence. La femme sourit, révélant des dents trop nombreuses, trop pointues. « Vous ne comprenez pas. Le pacte n'est pas une malédiction, c'est un privilège. Les Kérodren ont été choisis. Ils servent, et en échange, ils prospèrent. C'est l'ordre des choses depuis Is, depuis bien avant Is. » Elle fit un pas vers eux. Pourquoi résister? Pourquoi lutter contre l'inévitable? L'océan reprendra toujours ce qui lui appartient. Les villes coulent, les royaumes disparaissent, les hommes meurent. Mais nous restons. Toujours. Loïc bondit de sa cachette et abattit la barre de fer sur la femme. Le métal la traversa sans rencontrer de résistance, comme s'il frappait de l'eau. La femme rit. Un rire qui résonna dans toute la pièce, dans tout le village, dans toute la nuit. Puis, elle disparut, simplement. Comme si elle n'avait jamais été là. Gabin se leva en tremblant. « On s'en va maintenant. » Ils coururent vers la sortie, traversèrent l'arrière-cour et ne s'arrêtèrent qu'en arrivant sur la place. La fête continuait. Les feux brûlaient, et au centre de la foule, Maël Kérodren aidait toujours Jeanne à se relever. Il tourna la tête vers eux et sourit. Jeanne sentit le regard de Kérodren peser sur elle comme une lame de glace. Il savait. Il savait qu'elle n'avait pas vraiment eu de malaise. Il savait que c'était une diversion. Et il savait ce que Loïc et Gabin avaient trouvé dans sa cave. Mais il ne dit rien. Il l'aida gentiment à s'asseoir sur un banc près du feu, lui apporta un verre d'eau et murmura d'une voix que seule elle pouvait entendre. « Vous auriez dû accepter l'offre, Jeanne. Maintenant, il est trop tard. » Puis il se redressa, salua poliment l'assistance et quitta la fête. Il marcha lentement vers sa boucherie, les mains dans les poches, sifflotant sa vieille comptine bretonne. Les gens le regardèrent partir en se demandant pourquoi il s'en allait si tôt. Seule Jeanne comprenait. Il ne rentrait pas chez lui pour dormir. Il rentrait pour préparer quelque chose de terrible. Loïc et Gabin la rejoignirent quelques minutes plus tard, hors d'haleine. Ils lui racontèrent tout. La porte de fer, les symboles, la dépression circulaire faite pour le pendentif, et la femme, cette apparition qui les avait trouvés dans la cave. « Ce n'était pas une femme, » dit Gabin en tremblant. « C'était une projection, un morceau de la créature. Elle peut prendre forme humaine, elle peut marcher parmi nous. » Le père Larentec, qui avait tout entendu depuis le bord du cercle, s'approcha discrètement. « Il faut agir cette nuit, » dit-il à voix basse. Kérodren sait que nous l'avons découvert. Il va accélérer le processus. La prochaine victime ne sera pas choisie dans 20 jours. Elle sera choisie maintenant. Jeanne sentit son sang se glacer. Qui? Le prêtre regarda autour de lui. La place était remplie de gens. Des familles entières. Des enfants, des jeunes. Tous ceux qui avaient mangé la viande de Kérodren. Tous ceux qui portaient sa marque dans leurs rêves. Impossible de le savoir. Mais nous devons l'empêcher, ce soir. Avant qu'il ne soit trop tard, ils se réunirent dans l'église, à l'abri des regards. Le père Larentec sortit le grimoire et relut les passages importants. Pour détruire le lien, il faut récupérer le pendentif et le jeter dans un feu béni. Le feu purifie le métal et rompt le pacte. Sans le pendentif, Kérodren perdra son pouvoir sur la créature. Et la créature, privée de nourriture, sera forcée de retourner dans les abysses. « Mais comment on lui prend ?» demanda Loïc. « Il est fort. Et il a cette chose qui le protège. » Jeanne prit une profonde inspiration. « Je vais le faire. Je vais aller le voir. Je vais lui dire que j'accepte, que je veux rejoindre le pacte. Et quand il baissera sa garde, je prendrai le pendentif. » Les trois hommes la regardèrent comme si elle avait perdu la raison. « C'est du suicide, » dit Gabin. « Non, c'est la seule solution. Il me veut dans son camp. Il me l'a proposé plusieurs fois. Je vais lui faire croire que j'ai changé d'avis. » Que la peur m'a fait réfléchir. Le père Larentec secoua la tête. « Il ne vous croira pas. Peut-être, mais j'ai une chance. Une seule. Et je dois la tenter. » Ils discutèrent encore 1 heure, cherchant une alternative, mais aucun autre plan n'était viable.
Finalement, ils acceptèrent. Jeanne irait seule. Les autres attendraient près de la boucherie, prêts à intervenir si les choses tournaient mal. Minuit approchait quand Jeanne quitta l'église. Le village était endormi. Les feux de la fête s'étaient éteints. Seule la lune, pleine et argentée, éclairait les ruelles. Elle marcha jusqu'à la boucherie et frappa à la porte. Maël Kérodren ouvrit immédiatement, comme s'il l'attendait. « Jeanne, quelle surprise !» Elle le regarda dans les yeux. « Je veux parler, en privé. » Il sourit et s'effaça pour la laisser entrer. L'intérieur de la boucherie était éclairé par une seule chandelle posée sur l'étal. Les ombres dansaient sur les murs, faisant bouger les crochets de métal comme des créatures vivantes. L'odeur de viande et de sel était écrasante. Kérodren referma la porte derrière elle et croisa les bras. « Alors, qu'est-ce qui vous amène ?» Jeanne rassembla tout son courage. « J'ai réfléchi à ce que vous m'avez dit, à ce que... » Elle m'a dit. « Elle ?» La créature. Dans mon rêve, elle m'a proposé de rejoindre le pacte, et j'ai refusé. Mais maintenant j'ai peur. Peur de mourir. Peur de finir comme Jan Trevidic. Kérodren l'observait en silence, son visage illisible. Continuez. Je veux vivre, longtemps, et si le prix à payer c'est de regarder ailleurs, de fermer les yeux, alors je le paierai. Un long silence s'installa. Puis Kérodren éclata de rire. Un rire profond, sans joie, qui résonna dans la pièce vide. « Vous mentez très mal, Jeanne. » Elle sentit son cœur s'accélérer. « Je ne mens pas. »« Si, vous mentez, je le vois dans vos yeux. Je le sens dans votre peur. Vous n'êtes pas venu pour rejoindre le pacte. Vous êtes venu pour me voler quelque chose. » Il posa la main sur son cou, là où le pendentif reposait sous sa chemise. « Vous voulez ceci, parce que le vieux prêtre vous a dit que c'était la clé, que si vous le détruisiez, tout s'arrêterait, c'est ça ?» Jeanne ne répondit pas. Kérodren s'approcha lentement. « Vous êtes courageuse, je vous l'accorde. Stupide, mais courageuse. Vous savez ce qui va se passer maintenant? Vous allez me tuer, comme vous avez tué Yann, comme vous avez tué tous les autres. » Il secoua la tête. « Non, je ne vais pas vous tuer, c'est elle qui va le faire. Moi, je ne fais que nourrir, je ne fais que servir. Le reste, c'est elle. » Il sortit le pendentif de sous sa chemise. C'était un disque d'or terni, couvert de spirales entrelacées, suspendu à une chaîne épaisse. Il brillait faiblement dans la pénombre, pulsant comme un cœur. Vous voulez savoir ce que c'est? C'est un morceau d'Idaïs, un fragment du portail qui reliait la cité à l'océan profond. Quand la ville a coulé, mon ancêtre l'a récupéré. Et avec, il a scellé le pacte. Tant que ma lignée le porte, elle nous protège. Elle nous nourrit. Nous sommes ses serviteurs, mais aussi ses maîtres. Nous contrôlons quand elle mange. Qui elle mange? Il passa la chaîne par-dessus sa tête et tint le pendentif dans sa main. Mais vous avez raison sur un point. Si ce pendentif est détruit, le pacte sera rompu. Elle retournera dans les abysses, pour un temps. Il fit une pause, pesant le pendentif dans sa paume. Le problème, Jeanne, c'est que vous ne pouvez pas le détruire, parce qu'il n'est pas vraiment fait d'or. Il est fait de quelque chose de plus ancien. Quelque chose qui ne fond pas, qui ne casse pas, qui existe en dehors du temps. Jeanne sentit le désespoir l'envahir. Tout ce qu'ils avaient planifié s'effondrait. Le grimoire avait tort. Le pendentif ne pouvait pas être détruit. Kérodren sourit en voyant son expression. Mais il peut être perdu. Il se tourna vers la porte de la cave. Il existe un endroit où même moi, je ne peux pas le récupérer. Un endroit où il serait enseveli pour toujours, hors de portée, hors du temps. Il commença à descendre l'escalier. Jeanne le suivit sans savoir pourquoi. Peut-être par curiosité, peut-être parce qu'elle n'avait plus rien à perdre. Ils arrivèrent devant la porte de fer. Kérodren plaça le pendentif dans la dépression circulaire. Un déclic résonna. La porte s'ouvrit lentement, grinçant sur ses gonds rouillés. Derrière, un tunnel. Noir, humide, d'où montait une odeur d'océan si forte que Jeanne faillit vomir. « Ce tunnel mène à la crique, » expliqua Kérodren. « C'est par là que je descends pour la nourrir. C'est par là qu'elle remonte parfois, quand elle a très faim. Et au fond du tunnel, il y a une grotte. Une grotte qui existait bien avant la construction de cette maison, bien avant Ploumanak. Une grotte qui communique directement avec les abysses. » Il tendit le pendentif vers Jeanne. « Si vous le jetez là-bas, dans la grotte, il tombera dans les profondeurs. Il sera perdu. Le pacte sera rompu, et j'en mourrai probablement. » Jeanne le regarda, incrédule. « Pourquoi? Pourquoi me donnez-vous ça ?» Kérodren eut un sourire triste. « Parce que je suis fatigué, Jeanne.
fatigué de servir, fatigué de tuer, fatigué de porter ce fardeau que mon père m'a transmis et son père avant lui et ainsi de suite, jusqu'au premier Kérodren qui a scellé ce maudit pacte. Je ne peux pas le détruire moi-même. Le pacte l'interdit. Mais vous le pouvez. Il laissa tomber le pendentif dans la main de Jeanne. Allez, descendez, jetez-le, et mettez fin à cette histoire. Jeanne referma ses doigts sur le métal froid. Elle sentit le pendentif pulser contre sa paume, vivant, conscient. Elle entra dans le tunnel. L'obscurité l'enveloppa immédiatement. Elle avançait à tâtons, les mains contre les parois humides. Le sol descendait en pente douce. Le bruit de l'océan se rapprochait. Après ce qui sembla être une éternité, elle aperçut une lueur verdâtre, phosphorescente. Elle déboucha dans une grotte immense. Des stalactites pendèrent du plafond. Des flaques d'eau salée couvraient le sol, et au centre, un gouffre. Un trou béant rempli d'eau noire qui s'enfonçait dans les entrailles de la terre. Jeanne s'approcha du bord. L'eau bougeait lentement, formant des spirales hypnotiques. Et dans cette eau, elle aperçut des formes, des tentacules, des yeux, des bouches. Elle leva la main et lâcha le pendentif. Il tomba en tournoyant, brillant faiblement dans l'obscurité. Puis, il toucha l'eau. Un hurlement s'éleva. Un hurlement qui n'était pas humain, qui n'était pas animal, qui n'était même pas de ce monde. Un hurlement de rage et de souffrance mêlés. L'eau se mit à bouillonner. Des tentacules jaillirent, essayant d'attraper le pendentif avant qu'il ne coule. Mais il était déjà trop tard. Il disparut dans les profondeurs, emportant avec lui 3 siècles de pacte et de mort. Jeanne courut vers la sortie. Derrière elle, le hurlement continuait, de plus en plus fort, de plus en plus désespéré. Les murs de la grotte tremblaient, des pierres tombaient du plafond. Elle remonta le tunnel en courant, glissant sur le sol humide, se rattrapant aux parois. Enfin, elle émergea dans la cave. Maël Kérodren était toujours là, mais il avait changé. Son visage était gris, ses mains tremblaient. Du sang coulait de son nez et de ses oreilles. « C'est fini », murmura-t-il. Enfin, il s'effondra. Jeanne se précipita vers lui, mais il était déjà mort. Un sourire de soulagement figé sur son visage. Elle entendit des pas précipités. Le père Larentec, Loïc et Gabin descendirent l'escalier. « Jeanne, vous allez bien? On a entendu. » Elle hocha la tête, incapable de parler. Ils regardèrent tous le corps de Kérodren. Puis la porte de fer, toujours ouverte. Et le tunnel, d'où montait maintenant un silence absolu. « C'est vraiment fini ?» demanda Loïc. « Je l'espère » répondit le père Larentec. « Je l'espère vraiment. » Les semaines qui suivirent furent étranges. La boucherie Kérodren resta fermée. Personne n'osa l'ouvrir. Le maire fit murer la porte. Puis, quelques mois plus tard, la maison fut détruite. On construisit à sa place un petit jardin public avec un banc de pierre. Les rêves cessèrent. Les enfants arrêtèrent de dessiner des villes englouties. Les gens du village dormirent enfin paisiblement. Mais Jeanne, elle, ne dormit plus jamais vraiment bien. Parce qu'elle savait que dans les profondeurs, quelque part sous l'océan, la créature attendait toujours, affamée, patiente, éternelle. Et qu'un jour, peut-être, quelqu'un d'autre retrouverait un pendentif d'or couvert de spirales, et que tout recommencerait. Parce que les anciens ne meurent jamais vraiment. Ils attendent. Toujours. Fin.